parler, moi, ce qu'on appelle effectivement donc la peinture d'histoire, hein, qui est un genre particulier, qui est d'ailleurs considéré au XVIIe siècle comme le genre le plus élevé dans les beaux-arts. Donc, bien sûr, vous allez comprendre pourquoi. Et cette peinture d'histoire, elle a plusieurs caractéristiques, on va les voir en détail. Et une de ces caractéristiques, c'est qu'en général, évidemment, c'est une peinture qui est très fortement appelée par des commandes d'État. Le pouvoir, bien sûr, stimule ce type de commandes. Ce sont des tableaux, en général, monumentaux, qui font 7 mètres sur 5 ou 10 mètres sur 15. Hein. Ça peut être vraiment gigantesque. Et qu'évidemment, les fins de ces productions ne sont pas exemptes d'intentions politiques, voire idéologiques, et avec probablement l'idée de constituer ce qu'on appelle aujourd'hui, maintenant on parle du roman national, hein, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, en tout cas une réflexion sur finalement un imaginaire qu'on essaye de rendre commun à tous les Français aux fins de diffuser un certain nombre de valeurs ou bien d'effacer un certain nombre d'éléments qui viennent de leur passé. Voilà, donc c'est ce que je vous propose, c'est de regarder comment la peinture joue sur cette mémoire collective. Alors là encore une fois, je mets vraiment des guillemets, hein, puisque vous savez, vous aurez l'occasion de le voir si vous ne l'avez pas vu encore. C'est vrai que c'est une notion compliquée, vraiment très très compliquée, qui a été travaillée de façon assez systématique par un grand philosophe qui est décédé en déportation au XXe siècle, et qui a laissé son œuvre inachevée et qui a vraiment ouvert des pistes de réflexion vraiment passionnantes sur cette mémoire-là. Où se trouve-t-elle? Est-ce qu'elle se trouve donc dans nos esprits? Est-ce qu'elle se trouve à l'extérieur de nous? Est-ce qu'elle est ce qu'on appelle une mémoire extérieure? Qu'est-ce que ça signifie? Enfin voilà, donc alors voilà, je vais entrer directement dans le vif du sujet, en sachant aussi, pour terminer, et pour vous dire que sur ce thème-là, la question de la peinture est une vraie question intéressante, comme ce serait le cas pour l'art, puisque vous savez bien qu'à partir du moment où on est dans l'art, dans l'expression artistique, on est dans la représentation, c'est-à-dire dans le retour au présent de quelque chose qui vient du passé. Ça doit vous rappeler quelque chose, hein, puisque c'est le principe même donc de la mémoire qui fait revenir le passé dans le présent, revenir le passé parfois en fonction du présent, et vous allez voir de quelle façon, en effet, certains peintres choisissent de faire revenir le passé d'une manière particulière dans le présent afin d'agir sur le présent en prenant appui bien sûr sur le passé. Ça veut dire quoi? Parce qu'on parle de manipulation. N'oublions pas que ce sont des peintres, donc des gens qui ont une dextérité manuelle. Donc évidemment, on manipule, on est dans la main. Bien sûr, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des peintres qui vont peut-être falsifier la réalité, peut-être effacer certaines choses, faire apparaître. Alors on va voir des personnages qui vont apparaître alors qu'ils n'étaient pas là, d'autres qui étaient là, qui disparaissent. Alors je voulais commencer par cela. C'est une curiosité, parce qu'évidemment, ça n'a rien de collectif. C'est une tragédie très individuelle. C'est un tableau assez bouleversant. Il n'a pas beaucoup d'intérêt, hein, si vous voulez, sur le plan esthétique. Il a surtout un intérêt anecdotique. Il a aussi un intérêt peut-être de témoignage, si vous aimez la littérature anglaise. Si vous êtes romantique, si vous êtes dans le genre Gloomy Wanderers et que vous aimez les sœurs Brontë, puisque vous les avez là, toutes les trois, et les deux petites à gauche, et puis l'aînée, Charlotte à droite. Et alors ce tableau, qui représente les sœurs Brontë en 1834, eh bien ce tableau il a été peint par leur frère qui s'appelle Branwell Brontë, donc qui est l'auteur de ce tableau. Et il y a une particularité, j'espère qu'on la voit un peu, on appelle souvent ce tableau le portrait à la colonne. C'est que Branwell, qui est une personnalité très tourmentée, très autodestructrice, hein, il est vraiment si vous voulez, dans tout ce que vous pouvez imaginer sur le plan caricatural par rapport à l'idée d'une sorte de romantisme maudit, et l'idée d'une haine de soi, et prêt à tous les excès et je dirais presque toutes les ivresses. Donc la personnalité très autodestructrice de Branwell se manifeste dans le fait que, vous voyez cette fameuse colonne qui est derrière, évidemment les sœurs, en fait c'était lui. Il s'était peint et il s'est effacé. Et ce tableau, effectivement, est devenu célèbre pour cet effacement-là. Et en effet, les trois sœurs Brontë vont connaître toutes les trois un véritable succès littéraire. Alors, après, il y a des questions de goût, hein, donc on peut préférer Émilie, on peut préférer Charlotte, même Anne. Donc effectivement, ce sont trois écrivains de très grand talent. Et puis Branwell, c'est le frère qui se vit comme un artiste raté au point d'effacer son visage du tableau. Donc en prologue,
Un peintre qui s'efface, c'est pour vous montrer effectivement de quelle manière, en effet, il va être facile, lorsqu'on se place sur un autre point de vue, qui est le point de vue de l'histoire, d'effacer ou d'ajouter des choses, et cela donc dans le contexte de ce qu'on va appeler donc la peinture d'histoire. Alors la peinture d'histoire, pour vous rappeler ce que c'est, hein, c'est là encore une fois, c'est pas du tout d'histoire de l'art, mais puisque ça va être l'objet principal, et vous allez voir des tableaux qui sont très célèbres dans ce qu'on appelle la peinture d'histoire. La peinture d'histoire, sa grande époque, c'est le 19e siècle, ça va commencer fin 18e, mais c'est surtout le 19e siècle, jusqu'à la fin du 19e siècle, et cette peinture d'histoire, donc, c'est considéré donc au XVIIe siècle par l'Académie des Beaux-Arts comme étant le genre majeur en peinture. C'est le genre qui est au sommet de la hiérarchie. Vous avez la peinture d'histoire, ensuite vous avez le portrait. C'est vrai que le portrait peut jouer évidemment aussi le rôle de peinture d'histoire lorsque vous avez à faire le portrait de l'empereur, à faire le portrait du monarque ou à faire le portrait effectivement donc d'ambassadeurs prestigieux. On est en même temps dans la peinture d'histoire et dans le portrait. Vous avez ensuite la scène de genre qui est le troisième degré de valorisation presque ontologique, si j'ose dire, de cette Académie des Beaux-Arts, le paysage, et puis enfin tout en bas, hein, donc la nature morte, hein, qui est presque le degré zéro de la noblesse en matière de peinture académique, hein. Là je parle de la hiérarchie donc des genres. La particularité de ces tableaux, justement, je vous le disais, c'est que ce sont des tableaux monumentaux qui sont destinés à être vus par le plus grand nombre, qui sont exposés dans des pièces ou dans des salles de palais ou de châteaux absolument gigantesques et qui ont donc évidemment vocation à diffuser quelque chose, diffuser l'image de quelque chose, diffuser justement l'image de scènes qui viennent du passé et qui, parce qu'elles sont vues tous les jours, parce qu'elles sont quotidiennement effectivement donc intégrées par l'esprit de ceux qui viennent visiter le maître des lieux, finissent par entrer comme une sorte d'habitude, hein, et au fond peut-être par constituer cette fameuse mémoire collective entre guillemets qui ferait qu'on partagerait donc des références venues du passé comme une sorte de non pas de souvenir commun puisque ça n'a pas beaucoup de sens, mais comme effectivement une sorte de socle identitaire donc commun. On verra que ces scènes qui viennent du passé, bien sûr, sont toujours destinées à parler du présent, bien évidemment. Et donc, vous savez bien que la mémoire a cette caractéristique d'être extrêmement plastique et qu'effectivement, elle se définit dans l'interaction, bien sûr, de la conservation et de l'oubli. Et donc, effectivement, il y a donc évidemment des événements qu'on efface, qui s'effacent, qu'on croit aussi avoir effacés. Hein, pensez à la cryptomnésie, donc cet oubli caché. Hein, donc, on a oublié qu'on avait oublié, et en fait, on n'a pas oublié tant que ça, et on produit des plagiats. Voilà, donc pour revenir donc, à ce qu'est la peinture d'histoire, toujours en introduction, pour l'illustrer, hein, mais là encore une fois ça n'a pas de valeur démonstrative. Je vois là quelques exemples. Bon, ce tableau, qui est un tableau vraiment monumental, considérable, hein, il fait 8 mètres sur 5, c'est un tableau de Thomas Couture qui date de 1847 et qui s'intitule donc Les Romains de la décadence, qui a été récompensé par l'Académie des Beaux-Arts. La plus haute récompense jamais donnée à un tableau, ça a été pour celui-ci. Donc un tableau qui se trouve aujourd'hui au musée d'Orsay, qui est une allégorie. Alors il est bien évident que Couture ne parle pas des Romains, même s'il y a la statue de Germanicus derrière, bon, il parle de beaucoup d'autres choses. Mais en même temps, c'est vrai que cette image qui va s'imprimer vraiment dans l'œil des hommes du XIXe siècle va aussi conforter l'idée d'une décadence. Hein, ce que c'est que la décadence. Alors ici c'est une sorte d'orgie romaine, donc entre guillemets, mais finalement qui parle de quoi? Alors qui parle d'abord de peinture, parce que bon, c'est pas le sujet, mais il y a un nombre de citations dans ce tableau qui est considérable. Juste un exemple, si vous regardez la femme à gauche, elle n'est pas sans évoquer la mort de Sardanapale, hein, c'est exactement la même, vous retrouvez exactement le même geste, donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Globalement, le plan du tableau, c'est un tableau de Véronèse que vous connaissez bien, c'est les Noces de Cana, hein, donc, et évidemment, il y a là, hein, bien sûr, un travail citationnel, et comme d'habitude, je le fais une fois, je ne répète pas à chaque fois, mais la peinture ne parle pas d'autre chose que de la peinture en fait. Hein. Donc c'est vrai qu'elle est autoréférentielle. Et si on devait parler d'une mémoire, d'une vraie mémoire, ce serait plutôt une mémoire de l'art. Hein. L'art se souvient de l'art. L'art fait revenir l'art dans le présent. Ça peut être une sortie intéressante dans une réflexion. Mais voilà. En tout cas, voilà un exemple même de ce qu'on appelle une peinture d'histoire, alors que ça ne représente pas du tout un événement historique.
on est dans une allégorie, puisque évidemment pour Couture, on est en 47, Couture parle de quoi? Il parle de la corruption, évidemment, de la monarchie de Juillet. Et tous les scandales qui, évidemment, ternissent la fin du règne de Louis-Philippe. Donc, vous voyez, le passé est mobilisé pour parler du présent. Mais encore une fois, je vous dis, c'est pas un passé factuel. C'est pour ça que je voulais commencer par celui-ci, avec donc des souvenirs de Delacroix et d'Ingres. Autre exemple. Alors là, c'est un exemple aussi, un joueur intéressant, c'est un tableau qui n'est pas très connu, mais qui à l'époque va remporter un succès considérable. On est en 1875, c'est Jean-Paul Laurens. Jean-Paul Laurens, c'est quasiment le dernier des grands peintres d'histoire. Après, ça va se raréfier, et c'est donc là, pour le coup, une scène historique. Mais une scène historique à laquelle Jean-Paul Laurens n'a pas assisté, vous imaginez bien, puisque nous nous trouvons donc en 998, et c'est un moment qui est saisi comme une sorte d'instantané, une photographie, puisque on voit donc les évêques sortir. J'ai été obligé de décrire parfois parce que c'est pas forcément très visible. On voit les évêques sortir donc par la porte à droite, et on voit donc Robert le Pieux avec son épouse, puisque c'est elle qui est à l'origine même de cette excommunication, donc Berthe, et si mes souvenirs sont exacts, c'était sa cousine, et effectivement donc le pape lui avait demandé de la répudier, puisqu'il considérait qu'il y avait donc là ici une union incestueuse. Et donc Robert le Pieux a refusé, et il a donc été excommunié. Et vous voyez le sceptre qui est tombé, le sceptre qui est au bas du trône, et puis surtout le cierge soufflé, qui fait partie, si vous voulez, de la procédure, presque la cérémonie d'excommunication. Donc on a soufflé ce cierge, donc évidemment Robert le Pieux, donc complètement désespéré, avec son épouse écrasée à ses côtés. Voilà un exemple de peinture d'histoire. Bon, c'était juste pour illustrer, vous voyez que ça ne renvoie évidemment pas à un souvenir personnel du peintre. Ça s'inscrit, on est en 75, ça s'inscrit quand même dans une tension qui commence à devenir assez vive entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Là encore une fois, le contexte n'est pas neutre, et donc le choix du sujet donc ne l'est pas davantage. Alors l'autre exemple, c'est encore autre chose, pour montrer que on fait varier évidemment le curseur, puisque là cette fois-ci c'est pas une scène historique au sens, ce n'est pas un événement qui est un événement historique marquant. L'excommunication du roi de France, c'est un événement historique. Ici, le naufrage de la frégate, donc la Méduse, au large du Sénégal, en 1816, est un fait divers. C'est un fait divers qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Il a vraiment eu lieu. Il y a bien eu une frégate qui était donc commandée par Hugues du roi de Chaumaret. Et Hugues du roi de Chaumaret, donc, négligeant complètement les nouvelles cartes maritimes, ne voit pas qu'il y a un banc de sable au large du Sénégal, et il fait échouer la frégate sur ce banc de sable. Bon, jusqu'à présent, on est sur un naufrage qui est malheureux, mais de là à en faire un tableau qui va devenir mythique, il y a quand même une marge importante. Sauf que, il n'y a pas assez de canottes donc, sur la Méduse, et donc un certain nombre de marins vont fabriquer un radeau, et ce radeau va dériver, et ce radeau donc va être le lieu de scènes de cannibalisme qui vont absolument révulser l'opinion publique. Ça va être c'est vraiment le fait divers, si vous voulez, dans ce qu'il a de plus spectaculaire, de plus médiatique. Je vous rappelle qu'on est quand même au début aussi de la presse donc de masse. On commence à publier donc des journaux sur des tirages qui sont pas négligeables. C'est pas encore évidemment l'âge des tabloïds, on est bien clair, mais on est quand même effectivement ici sur la diffusion d'une information qui joue sur l'effroi, sur le caractère horrifique de la situation. Et donc qu'est-ce que va faire donc le peintre ici, Théodore Géricault, va s'emparer donc de l'anecdote pour en faire donc un tableau d'histoire, parce qu'il va lui donner donc une portée politique et symbolique. C'est-à-dire que pour lui, le naufrage de la frégate, donc la Méduse, c'est le naufrage donc de la Restauration. Puisque d'ailleurs le commandant du bateau lui-même a été restauré dans son commandement donc après la chute de l'empereur. Et c'est pour dire que les nouveaux pilotes, ceux qui sont à nouveau donc à la barre, ne sont pas capables de faire voguer correctement le navire. Donc vous voyez qu'on transforme une anecdote en quelque chose de
polémique. On est quand même déjà dans l'idéologie, hein, c'est-à-dire effectivement dans un système de représentation de la réalité à des fins donc pratico-sociales, comme on dit. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va revenir souvent sur cette idée d'idéologie. Hein, l'idéologie, c'est une représentation. Mais une représentation, un tableau est une représentation, un texte est une représentation, un film est une représentation. Mais c'est une représentation de la réalité qui a pour but de pousser à l'action. Ça nous ramène au sujet de l'ENA de tout à l'heure. L'État doit-il agir, hein, pousser à l'action celui qui est impressionné par ce système de représentation. Vous avez des systèmes de représentation qui sont des systèmes de connaissance de la réalité. Je pense par exemple à la science. A priori, la science ne pousse pas à l'action. Le fait que vous ayez connaissance de l'héliocentrisme ne vous conduit pas à agir au quotidien. C'est juste connaître, comprendre. Alors qu'effectivement, un système de représentation de la réalité, s'il est, on va prendre, si vous voulez, la base pré-marxiste, c'est-à-dire hegélienne, si vous concevez que l'histoire se fait dans des relations donc d'opposition entre des maîtres et des esclaves, vous voyez bien que vous proposez une représentation de la réalité. Vous dites, voilà, la relation sociale, c'est une relation de domination. C'est toujours une relation de domination et de servitude. Et l'histoire des sociétés, c'est l'histoire, effectivement, de la captation par les uns donc de la domination, donc au détriment des autres qui sont placés dans la servitude. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est pas le sujet. C'est même pas le sujet. C'est juste une façon de vous faire vivre la réalité, de telle sorte que selon que vous vous placerez du côté des uns ou des autres, vous allez être amené à réagir, à trouver cela acceptable, inacceptable, à vous révolter, enfin, etc. Donc vous voyez, l'idéologie, elle est là. Et c'est là où ces tableaux d'histoire vont avoir un rôle idéologique. C'est là où effectivement la question, en effet, du retour du passé dans le présent peut avoir un sens tout à fait intéressant, et on va le voir tout à l'heure avec cette fameuse notion de roman national. Bon, on voit bien qu'il s'agit d'une condamnation de la monarchie donc restaurée. Le souci de réalisme est complètement occulté, parce qu'un petit détail qui montre qu'on est dans quelque chose qui a complètement une valeur symbolique et non pas une valeur réaliste, c'est que, vous voyez, c'est pas possible que la voile soit orientée comme ça. Il y a peut-être des marins, sans doute parmi vous, avec une vague qui va dans l'autre sens. Il y a un problème de vent quand même là. Donc faut savoir d'où vient le vent. Et là, visiblement, le vent vient simultanément de deux directions opposées, ce qui, à mon avis, pourrait expliquer beaucoup de choses concernant effectivement le naufrage de la Méduse, mais enfin quand même, c'est quand même un peu bizarre. Voilà, donc c'est pour vous montrer que tout ça, ce sont des tableaux d'histoire, donc c'est le grand genre, et si vous êtes allé au Louvre, vous avez vu ce tableau, il est mural, il fait effectivement 4 mètres sur 6, c'est absolument gigantesque, il y a vraiment une volonté d'impressionner, et en effet, de marquer, de frapper, de choquer, on est presque dans quelque chose qui relève de la volonté de traumatiser, de fabriquer, de faire un choc, de choquer effectivement donc l'imagination et d'imprimer donc cette mémoire. Alors on va, dans un premier temps, on va essayer de faire un test. Il y a 3 parties, comme il se doit, qui sont complémentaires plus que véritablement démonstratifs. On va d'abord commencer par parler du roman national. Vous savez que ce qu'on appelle le roman national, et c'était le sujet d'ailleurs qui était derrière le sujet de l'ENA, en général, le jury de l'ENA choisit quelque chose qui est quand même appelé par l'actualité ou par un contexte. Voilà, il y a eu des sujets sur le terrorisme, il y a eu des sujets sur le risque, agir dans un monde incertain, c'était un des grands sujets proposés. Donc à l'ENA, c'est toujours très intéressant. Ça donne toujours vraiment une perspective pour l'année qui suit, pour les années qui suivent, dans les différents programmes ou dans les différents concours. Donc on a beaucoup parlé de roman national au moment évidemment des dernières élections. Vous connaissez la fameuse formule qui était celle d'un candidat à la présidentielle qui disait qu'à partir du moment où on était français, eh bien, on prenait pour ancêtres les Gaulois, qu'on avait forcément donc les Gaulois parmi nos ancêtres. Et donc, ce roman national, le mot roman est assumé, ça ne veut pas dire que c'est forcément vrai, ça veut dire qu'on est peut-être dans la fiction, mais c'est une série de, comment dirais-je, d'images qui sont partagées. Et ma question qui va se poser, c'est d'où est-ce qu'elles viennent, ces images, puisque ce sont des représentations. On fait donc venir quelque chose du passé dans le présent. De quelle façon est-ce qu'on fait venir ce passé dans le présent? C'est ce qu'on va essayer de deviner. Alors, j'ai choisi comme ça quatre
4 tableaux, et on va voir si vous reconnaissez ces tableaux, si vous, pas le tableau, mais si vous reconnaissez les personnes qui sont sur les tableaux, et vous allez vous apercevoir que il y a sûrement un roman national, parce que je pense que vous allez reconnaître ce qui se passe, vous allez reconnaître des gens que vous n'avez jamais vus, donc les reconnaître, c'est assez étonnant, vous allez identifier des scènes où vous n'étiez pas, enfin je suppose, vous allez être quand même très jeune, et voilà, donc on va commencer par le premier tableau. C'est un tableau qui est très très célèbre, l'auteur n'est pas très connu, donc je pense que personne n'a trop de doutes, et donc vous vous dites, tiens, je le connais, lui, donc c'est bravo, formidable, non seulement c'est lui, mais qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'on est? Pardon? Voilà, donc vous n'y étiez pas. Et Alésia, c'est derrière, ça brûle. Et donc, vous dites, voilà, c'est Vercingétorix qui vient rendre les armes devant César, donc à Alésia. C'est extraordinaire quand même. Vous l'avez reconnu, vous ne connaissez pas forcément le tableau, enfin, à moins que vous ayez une culture, je dirais, de la peinture d'histoire exceptionnelle, puisque c'est un peintre qui n'est pas très connu, il s'appelle Lionel Royer, on viendra tout à l'heure là-dessus, donc qui est un peintre de la fin du 19e siècle, mais sans aucune hésitation, vous avez reconnu Vercingétorix. Alors, c'est très étonnant parce que vous l'avez reconnu, alors que probablement il ne ressemblait pas à ça. Alors moi, j'étais pas non plus, hein. Mais quand même, Alésia, vous vous souvenez, ça a été assiégé très longtemps. Et effectivement, les assiégés se rendent parce qu'ils sont affamés. Est-ce que vous pensez sérieusement que dans une ville affamée, il subsiste encore un cheval comme ça? Juste un premier détail, soyons juste clairs. Alors vous me direz, c'est pour Vercingétorix, mais enfin quand même, non seulement c'est un cheval blanc, alors vous voyez, encore une fois, on ne sort pas l'érudition, les spécialistes de la Gaule vous diront qu'il n'y a pas de chevaux en Gaule, il y a des petits poneys. Maintenant c'est vrai, représenter Vercingétorix se rendant sur un petit poney, c'est quand même moyen, donc on ne sent pas vraiment le truc. Mais de toute façon, poney ou pas poney, il a été mangé. Donc si vous voyez, première chose, très étonnante. Deuxième chose étonnante quand même, c'est que si vous regardez la scène, vous avez reconnu bien sûr Vercingétorix. Pourquoi vous l'avez reconnu? Vous l'avez reconnu parce qu'il domine, parce qu'il est sur le cheval qui est blanc, qui n'existe pas mais il est blanc. Et c'est un vrai cheval. Et César, lui, il est assis. Qui domine qui? Alors, vous allez dire, mais bon, il vient de rendre ses armes. Les armes sont par terre. On voit juste la main ouverte. Le geste, donc, suit le fait d'avoir restitué les armes. En réalité, le peintre saisit l'instant suivant. On ne le voit pas se rendre. Moi, je suis désolé. Qui je vois là? Je vois un type orgueilleux, fier, un vainqueur. C'est extraordinaire quand même, ce qu'est en train de réaliser ce tableau. Et je suis persuadé que si vous avez reconnu Vercingétorix, c'est parce que justement il est fier et orgueilleux. Si ça ne vous est pas arrivé, mademoiselle, elle va dire, c'est lui! Parce que normalement, c'est plutôt lui en fait. Parce que vous savez que Vercingétorix a été livré par ses compagnons, il a probablement été livré, enchaîné, jeté par terre comme une pauvre chose. Bon, donc si vous l'aviez vu, c'est lui, c'est pas lui. Non, ce que vous reconnaissez, c'est justement la représentation altière donc, de ce héros donc, dans lequel nous nous reconnaissons, parce que ce que représente ici le peintre, et c'est là où on est dans la peinture d'histoire, et vous voyez l'idée d'une mémoire collective, de quelque chose qu'on est en train de faire passer, hein, de façon un peu subtile, est ici très spectaculaire, puisque en fait, qu'est-ce que nous dit ce tableau? Il nous dit qu'on peut perdre avec noblesse, on peut perdre noblement, on peut être vainqueur dans la défaite. Je vous rappelle qu'on vient quand même de s'en prendre une belle en 1870 quand même. Hein. Et c'est extrêmement important de rappeler qu'on n'a peut-être pas vraiment perdu. Et puis si on a perdu, avec quel panache? Et puis finalement le panache, c'est une forme de victoire. Vous voyez que le tableau fait un travail très intéressant. Et donc, qui fait que, voilà, le titre du tableau est très précis. Alors, c'est 1899, hein, on se rapproche donc du conflit, les tensions d'ailleurs diplomatiques, donc entre la France et l'Allemagne de l'empereur sont de plus en plus vives. Et donc, Lionel Royer peint ce tableau qui va avoir un retentissement considérable. Il va être reproduit de façon incroyable. C'est un des tableaux qui a été le plus reproduit au début du XXe siècle.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, sans hésiter, vous le reconnaissez. Deuxième figure, on va aller un peu plus vite. Là, pour le coup, c'est pareil. Vous ne l'avez jamais rencontré en vrai. Mais aucun d'entre vous n'a 30 secondes d'hésitation. Là aussi, c'est un tableau très célèbre. C'est un tableau qui date de 1855. C'est-à-dire, effectivement, c'est important, je voudrais quand même beaucoup revenir là-dessus, parce qu'il y aurait tout un travail qu'on pourrait faire sur la représentation de Jeanne d'Arc. À travers l'histoire, ça a été fait abondamment, puisque jusqu'à aujourd'hui, Jeanne d'Arc, évidemment, est une des pièces maîtresses de ce roman national. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est bien avant la perte de l'Alsace et la Lorraine, parce que Jeanne d'Arc présente quand même, sur le plan idéologique, le grand avantage d'être Lorraine. Ce qui est quand même, voilà, c'est pas rien. C'est un coup de chance, quand même formidable. Là, on est en 1855, et ce tableau qui est un tableau d'Ingres, eh bien, ce tableau va représenter la France à l'exposition universelle. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Et la vraie question qui se pose, c'est, finalement, pourquoi il fait ça? Pourquoi il peint ce tableau? Et en fait, pourquoi vous la reconnaissez? Parce qu'a priori, c'est un tableau qui devrait vous déconcerter. Mais vous savez très bien que porter une armure en étant une femme, ça ne peut être que Jeanne d'Arc. Et ce que cherche à faire Ingres, c'est justement à souligner la féminité de Jeanne dans ce tableau. C'est ce qui fait d'ailleurs toute sa puissance, toute sa force, pour ne pas dire sa beauté. Alors bien sûr, il y a l'auréole qui aide aussi, qui signe un peu les choses. Mais si vous voulez, ce qui est frappant, moi, dans ce que je trouvais étonnant dans ce tableau, alors qu'elle porte l'épée, elle a des hachettes, elle a donc l'oriflamme, enfin vraiment, elle est évidemment totalement munie des attributs de la guerrière, ou du guerrier plutôt, on voit une femme. Alors que, bien sûr, que vous pourrez dire, elle a des cheveux longs. Enfin, ses cheveux sont masqués. On ne voit pas vraiment la longueur de sa chevelure. Et pourtant, il ne fait aucun doute que c'est une femme. Pourquoi il ne fait aucun doute que c'est une femme? Parce que vous avez vu l'armure. Vous avez vu la taille. On a l'impression que c'est du Jean-Paul Gaultier, c'est sur mesure. Qu'il y a effectivement, que c'est cintré. Elle porte l'armure comme on porte la robe. C'est impressionnant quand même. Parce qu'il est fondamental qu'elle soit identifiée comme étant une femme. Et pas effectivement un personnage dont il est peut-être difficile de deviner, savoir si c'est un homme ou une femme à première vue. Ça c'est intéressant, donc vous voyez, vous n'êtes pas trompé. Alors on va essayer de compliquer les choses. Lui, c'est pareil, lui, vous ne l'avez pas rencontré. Vous ne l'avez pas rencontré et pourtant, vous pourriez vous tromper sur son numéro. Mais je pense que vous n'allez pas vous tromper. Vous ne trompez pas sur son numéro, et ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi vous ne trompez pas sur son numéro. Parce que, il est vêtu avec les vêtements du sacre. Il y a absolument, je dirais, tout l'appareillage nécessaire. Alors, il a une façon de tenir le sceptre, à main droite, qui est assez intéressante, qui donne quand même un indice. Il tient le sceptre d'une manière assez désinvolte, un peu comme une canne, et un peu effectivement comme une sorte de bâton de maître de ballet. Et justement, puisqu'on dit maître de ballet, il y a peut-être parmi vous des gens qui ont fait de la danse classique. C'est quelle position, les pieds? C'est la troisième, la quatrième? C'est étonnant de poser comme ça. Et puis regardez ce monarque, c'est très étrange. Il a des belles jambes. Enfin, on voit surtout ses jambes, d'ailleurs. C'est quand même ça qu'on voit essentiellement. Heureusement, on ne voit pas trop le visage, parce que le visage est très âgé. C'est un tableau de 1701. Et pourtant, vous le reconnaissez. Et la plupart de nos contemporains ont oublié, ils l'ont peut-être jamais su, mais ont oublié que Louis XIV est mort très vieux. La fin du règne de Louis XIV, c'est 1715. Louis XIV a connu le XVIIIe siècle, les Lumières. Il est mort très très âgé. Ici, il a 63 ans, ce qui est effectivement un âge très élevé. C'est un vieil homme. Pourtant, c'est lui que vous reconnaissez. Alors qu'a priori, vous devriez reconnaître celui des débuts de Versailles, celui qui est le parrain du fils de Molière, enfin je ne sais pas, tout ce qui pourrait en revenir. Parce que, effectivement, ici, on est dans la représentation d'un monarque qui prétend défier le temps. Ses jambes de danseur, cette élégance, cette désinvolture, celui finalement dont le règne semble ne jamais s'achever, cette très grande théâtralité de la pose, de la posture, avec évidemment ici le dais qui a des valeurs de rideau de théâtre, et vous savez si bien à quel point le théâtre jouait un rôle important pour Louis XIV à Versailles. Vous voyez qu'à peu près, là encore une fois, on va dire dans le roman national, Louis XIV
a ce rôle très particulier, donc de celui qui a incarné la continuité de l'État. On dit même que c'est lui qui a inventé l'État. Alors après, ça se discute hein, sur le plan historique, mais l'État, stos, tas, stare, ça veut dire demeurer en latin, ça veut dire durer. Et là, ici, vous avez le spectacle d'un homme qui dure, le spectacle d'un homme sur qui l'âge n'a pas de prise. Et c'est pour ça que vous le reconnaissez. Vous voyez, vous avez reconnu Jeanne d'Arc parce que c'est une femme qui porte une armure, vous avez reconnu Vercingétorix parce que c'est un vaincu qui a du panache. À chaque fois, une caractéristique qui va être une qualité, qu'on va mettre en avant, justement, dans notre histoire nationale, elle est portée par ce tableau. Un dernier pour la route. Alors, c'est plus difficile, celui-là. Il est plus difficile, et il peut peut-être réveiller, parce que je sais que pour beaucoup, vous avez une belle culture sacrée, peut-être il peut réveiller des échos. Il peut peut-être vous rappeler une sculpture de Michel-Ange. Il peut peut-être vous rappeler certains tableaux qui représente effectivement une mère et son fils. Une mère qui a dans les bras son fils mort. Bon. Alors lui, je ne suis pas sûr que vous le reconnaissiez forcément directement. Alors oui, vous avez tous rencontré en fait, hein, dans une vie antérieure. Ah, ouais, donc vous avez rencontré Marat, donc Jean-Paul Marat aussi. Donc, alors c'est vrai que cette mort de Marat, donc c'est le tableau, c'est un des deux tableaux que David a consacré à Marat, hein, puisque c'était un ami proche de David, qui était, vous le savez, montagnard. Marat a été assassiné dans son bain, donc évidemment ici, ça peut aider aussi à reconnaître. Mais vous voyez, là encore une fois, quelle mémoire nous avons. Quand vous dites Marat, il a vécu très peu de temps. Il a une action politique qui est, selon Claire, très faible. Hein, il était le rédacteur en chef, si j'ose dire, d'un journal de délation, le Je suis partout de la Révolution française, qui s'appelait L'Ami du peuple. C'est-à-dire que c'était un journal dans lequel on dénonçait les aristocrates en fuite ou qui se cachaient, ou les ennemis de la Révolution. On dénonçait, on mettait leur nom, des dénonciations anonymes, on dénonçait, on donnait le nom, leur adresse, et puis eh bien, ces gens, et en fait, à partir du moment où leur nom apparaissait dans le journal, ils étaient arrêtés dans les minutes qui suivaient, et ils finissaient tous sur la guillotine. Donc c'est vraiment un délateur, enfin, c'est un personnage quand même assez immonde, également immonde physiquement, puisque il avait une particularité, c'est qu'il était atteint d'une maladie, c'est pour ça qu'il passait sa vie dans son bain. Il avait une maladie de la peau, hein, donc sa peau se décomposait, hein, sa peau était en putréfaction permanente, et donc il dégageait une puanteur infecte, et c'est des squamosités absolument inesthétiques. Donc il passait son temps dans son bain, et il écrivait donc dans son bain, et c'est là où Charlotte Corday donc, vient le voir, sous prétexte de dénoncer effectivement donc, des ci-devant contre-révolutionnaires, et effectivement Marat sort le papier, va écrire, et puis il prend donc le coup de poignard de Charlotte Corday. Bon, c'est un épisode très anecdotique, il n'a vraiment aucun intérêt, vous voyez, sur le plan historique, ça n'a pas changé la face de quoi que ce soit. La mort de Marat n'a absolument pas changé le cours de la Révolution. Bon, et après, il a été panthéonisé, donc voilà, c'est un des premiers, c'est le deuxième à être entré au Panthéon. Bon, comme il sentait très mauvais, bon, on est allé chercher tout l'encens disponible dans les églises de Paris, parce que c'était abominable de lui faire monter la rue Soufflot comme ça. Donc, vous voyez, c'est de l'anecdote. Et pourtant, vous avez tout de suite reconnu Marat. Parce que, vous voyez, c'est vraiment cette idée que des images, par la puissance de cette représentation d'histoire, sont un bien commun. Et évidemment, là, nous ramène à cet épisode révolutionnaire. Alors là, bien sûr, il y a une intention idéologique qui est un peu différente, parce que je pense pas quand même que vous avez reconnu Marat avec compassion. Enfin, j'ose l'imaginer. Mais ce que veut faire David, c'est qu'il représente un Marat qui va quand même nous toucher. C'est aussi pour ça que l'épisode, on va le retenir. Pas en disant quoi, c'est dégoûtant, il a été assassiné dans son bain. C'est vrai que c'est pas brillant. Désarmé, en train d'écrire, poigné dans son bain, c'est pas joli. Mais enfin, encore une fois, vous n'avez pas affaire à un humaniste de première catégorie, quand même. Hein. Donc voilà, c'est un crime, c'est évidemment violent, mais en même temps, théoriquement, la compassion, pas forcément ce qui est appelé par l'événement. Sauf que la façon dont est représenté Marat, la façon dont sa tête est penchée, mais surtout le bras droit, complètement abandonné, les linges, parce qu'il est dans une baignoire, et vous savez bien qu'au XVIIIe siècle, les baignoires sont recouvertes de linge. Hein, vous n'êtes pas comme ça directement sur le marbre ou sur le métal, donc il y a toute une série de linges qui sont disposés, plus la stèle avec le nom de Marat.
vous laisse imaginer donc si la mise en place de quelque chose qui ne peut pas ne pas nous rappeler la Pietà de Michel-Ange. Donc que ce soit avant l'accident fâcheux pour la tête, mais bon voilà, mais c'est regardez le bras, hein. Regardez l'abandon du bras, et vous avez ici en fait par la puissance de la représentation donc picturale, une transfiguration incroyable de la réalité historique. Marat devient un martyr de la Révolution. Il y a presque une dimension sacrificielle christique dans la volonté de David. Faire de Marat, effectivement, donc, le Christ de la Révolution française. Alors je ne sais pas, c'est pas pour ça que vous avez reconnu Marat. Ça c'est un petit peu estompé quand même, cette impression. Mais n'empêche que la puissance de l'évocation, elle est entraînée par le contexte anecdotique très particulier que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le bain, la dénonciation, etc., qui fait que, on le reconnaît tout de suite, c'est Marat. Donc effectivement, vous voyez bien qu'il y a bien un travail intéressant qui est fait par ces peintres d'histoire, qui vont donc à la fois impressionner leurs contemporains, faire rentrer le passé dans le présent, transformer effectivement la vérité, on va dire presque historique, ou bien alors interpréter l'actualité, de façon en effet à proposer un système de représentation du présent qui va pousser à agir d'une certaine façon, qui va effectivement être lourd de conséquences politiques. Alors, je vous propose maintenant de voir un système assez cohérent, justement, qui a été développé par un homme qui s'est identifié donc, à l'État français, qui est le grand absent quand même du roman national que je vous ai, parce que j'ai bien vu que certains d'entre vous, il y avait une petite visite s'arrête à Marat, mais il en manque un quand même. Alors, il manque Napoléon. Évidemment. Donc c'est pour ça que je vous propose un mémorial pictural, pas le mémorial de Sainte-Hélène, mais le mémorial de Saint-Napoléon. Voir avec vous quand même un certain nombre de tableaux. Napoléon a eu beaucoup de chance parce qu'il a eu à son service des peintres géniaux, et en particulier des peintres d'histoire parmi les plus célèbres. Il y a, bien évidemment, il y a eu David, ce qui est quand même n'est pas rien. Il a eu Ingres. On verra tout à l'heure donc un tableau qui est signé par Ingres. Il a eu aussi, et c'est très important, Gros surtout, notamment pour les scènes de bataille. Ça, c'est un tableau qui est très connu, et l'histoire elle est vraiment... Bon, elle mérite d'être rappelée. Ça peut être très utilisable dans une copie, parce que justement il y a une connaissance de l'anecdote qui fait que c'est vrai aussi que quand on choisit une toile qui n'est pas très célèbre, le temps de l'expliquer, ça peut être un petit peu lourd, etc. C'est vrai que dans une copie, parfois il peut être commode d'avoir une connivence avec le lecteur qui fait qu'on va un peu plus vite dans l'exposé des choses. Là, vous savez très bien que ce sacre de Napoléon, il a une histoire, bien sûr, particulière. Je ne parle pas, on le voit pas là en détail, du traitement du profil. Évidemment, là, j'ai pris un document qui c'est trop loin. C'est vrai que le profil de Napoléon est traité selon effectivement donc des consignes qu'il a données à David très précises. Il voulait un profil à la César. Et effectivement, on a vraiment l'impression d'avoir une médaille romaine, et il est donc, il ressemble à César. Étrangement, le même profil que César, avec la couronne de laurier, etc. Non, ce qui est intéressant, bien sûr, ici, c'est puisqu'on parle de manipulation, c'est qu'il s'agit en effet, donc c'est un tableau de dimension colossale, hein, c'est un tableau gigantesque, qui est un tableau qui est destiné bien, pour le coup, à commémorer. On est bien ici dans la dimension de la commémoration, le fait de se souvenir ensemble, cum, d'un événement qui est l'événement qui doit être pour Napoléon l'événement fondateur, celui de sa dynastie. Et si on parle de dynastie, on parle bien sûr du fondateur de la dynastie, de son épouse et peut-être de l'enfant qui, là, en l'occurrence, ne naîtra pas. Mais au moment de ce sacre, Napoléon le croit. Hein, il croit que c'est possible. Il épouse Joséphine de Beauharnais, donc il pense qu'il aura des enfants avec elle. Mais il est bien évident qu'il y a l'épouse, il y a les enfants en gestation, si j'ose dire. Il faut quand même maman. Oh, maman, elle n'est pas là, en fait. Vous savez bien que Laetitia, donc Bonaparte, n'a pas voulu venir donc assister à cette cérémonie. Elle est restée à Rome. Elle déteste Joséphine, et donc elle n'est pas là. Elle n'est pas là, et sur le plan de la propagande, c'est-à-dire de la propagation, si vous voulez, de cette image du triomphe, parce qu'il y a quelque chose aussi de triomphal, de colossal, de majestueux, ça n'est pas possible. Ça n'est pas acceptable. Et donc, comment des fêtes, mais c'est intéressant parce que c'est un des exemples
les plus célèbres de falsification délibérée des faits, à des fins de propagande. Et vous voyez, bon, c'est pas un exemple qui engage politiquement, hein. Votre copie ne sera pas typée si vous donnez cet exemple-là. Alors qu'à chaque fois, moi ce qui me fatigue, c'est quand on commence à parler d'altération des documents, on va toujours chercher les photos de la Révolution russe, du Politburo ou de l'appareil chinois. Enfin bon, c'est fatigant, parce que tout de suite on donne un axe politique aux choses. Là c'est très simple, vous avez une commande d'État, et là pour le coup c'est une affaire d'État. C'est intéressant aussi si on veut réfléchir au sens même du mot vérité, hein, en l'occurrence. Mais là pour le coup, on est en plein post-truth, on est en pleine fake news, parce que Mme Maire en parlait tout à l'heure. C'est donc une fausse nouvelle, donc la mère de Bonaparte n'était pas là. Et pourtant, effectivement, pour l'éternité, elle est là. En plus, elle est au centre. C'est ça qui était très important. Elle est au milieu du tableau, elle est dans la loge, vous voyez, elle est représentée comme étant debout, elle est au milieu du tableau, finalement on a l'impression que tout s'organise autour d'elle, et ce qui est très intéressant aussi, c'est que Bonaparte avait demandé qu'elle fût dans la même ligne de perspective que Eugénie, et qui est comme une sorte de continuité, si vous voulez, de façon, là, encore une fois, à résorber les dissensions entre les deux femmes, et à donner, bien sûr, l'image d'une dynastie harmonieuse, et stable, et forte, et évidemment majestueuse. Donc voilà, tout est fait, si vous voulez, pour que ce soit euphorique. D'ailleurs, là aussi, on a euphorisé la cérémonie, parce qu'il y a un geste qu'on ne voit pas, c'est Napoléon s'auto-consacrant. C'est quand même un petit peu violent quand même comme image. Donc c'est plutôt Napoléon qui couronne Joséphine. C'est pas Napoléon qui lui-même donc s'autoproclame empereur. Donc il y a une volonté de donner à voir. Alors c'est toute la famille, il y a les sœurs, il y a tout le monde. Hein. C'est vraiment la photo de famille, la photo réjouissante, la belle photo, la belle image qu'on veut donner à partager donc aux Français, qu'on veut donner effectivement à ce roman national. Mais il y a eu d'autres images, et des images déjà qui préparent à faire de Napoléon, et là c'est Bonaparte, quelqu'un qui est destiné à être justement un chef. Là ici, au lieu de lire Pestiféré, alors c'est un épisode évidemment des campagnes de Bonaparte, mais au lieu de lire Pestiféré, vous essayez de lire plutôt, on va dire, Lépreux, par exemple. Là ici, Bonaparte est en train de... Il ne fait pas que les visiter, regardez sa main gauche, il touche un pestiféré. D'accord ? Vous voyez bien qu'on est évidemment ici dans le retour du geste thaumaturgique des écrouelles. C'est-à-dire qu'effectivement, ici, Bonaparte est un nouveau monarque consacré, un nouveau monarque effectivement qui est capable de guérir donc les pires des maladies. Là aussi, pour le coup, on est bien ici dans une scène qui est saisie, donc, et qui est saisissante, destinée à mettre en scène un personnage et à inscrire pour les contemporains, et bien pour nous aussi, donc une représentation de ce personnage dans notre imaginaire, et évidemment un imaginaire qui va être à ce point impressionné qu'il va conserver le souvenir de cette image initiale, et on va se retrouver avec cette mémoire commune. Là, on a un autre moment intéressant. Alors moi, j'aime beaucoup ce tableau, et surtout, enfin, on s'en fiche, c'est pas le problème, mais c'est surtout parce que c'est un épisode assez étonnant. Vous savez, la bataille d'Eylau, c'est une bataille terrible, hein. C'est le début de la fin pour l'Empire. Je ne sais pas si parmi vous des amateurs de l'épopée impériale. Moi, c'était mon cas quand j'étais jeune. C'est vrai que c'était quelque chose qui me fascinait vraiment. Ces campagnes extraordinaires. Et puis surtout, la littérature est arrivée ensuite prendre le relais de ce genre de passion. Et vous savez que c'est le roman que Balzac voulait écrire. Il voulait écrire ce roman qu'il voulait intituler La Bataille. Et il avait le dessein de raconter la bataille d'Eylau. Je rappelle pour la petite histoire que c'est là où disparaît le colonel Chabert, pour ceux qui seraient balsaciens. Donc c'est pas rien la bataille d'Eylau. Alors, même chose, cette bataille d'Eylau, elle n'est plus dans notre mémoire. Voilà, elle est sortie de notre mémoire. Mais elle est sortie de notre mémoire récemment. Encore au début de ce siècle, avant que évidemment les grandes tueries de 14-18 ne viennent faire oublier celle-ci, la bataille d'Eylau, c'est ce que Bonaparte a appelé une boucherie. Il dit cette boucherie passerait l'envie à tous les princes de la terre de faire la guerre. Donc ce sont des mots qui ne sont pas attribués, c'est vraiment des termes qu'il a vraiment employés. C'est la plus grosse boucherie donc, de l'époque, c'est quoi ?
C'est une bataille qui a lieu en 1807 contre les Russes, et effectivement qui est ce qu'on appelle une victoire à la Pyrrhus. C'est-à-dire que les Français, bien sûr, l'emportent sur le terrain, mais après avoir consenti des pertes absolument abominables, et là, des deux côtés. Donc c'est vraiment la première boucherie héroïque, comme aurait dit Voltaire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir évidemment le tableau, ce que va représenter Gros, faire effacer cela. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement donc après la bataille, donc l'empereur magnanime passer avec donc son état-major, et surtout ce qui est intéressant, c'est de voir accroché à la bride du cheval donc le soldat russe, hein, qui vient donc à la fois reconnaître la victoire de Napoléon et lui demander donc pitié et pardon. Donc on a évidemment ici une volonté d'effacer, de recouvrir comme la neige recouvre les corps, vous voyez, hein, de recouvrir un peu le carnage, et au lieu donc de vous faire voir la boucherie, de plutôt montrer la magnanimité, la grandeur donc de ce nouveau César. Et puis alors là, il y a quand même, moi je suis désolé, mais ça c'est Ingres qui l'a dit lui-même, là on arrive à un moment de consécration donc idéologique qui est quand même rarement égalé. Il y a évidemment, alors Pantocrator, je pense que vous savez tout ce que ça veut dire, hein, ça veut dire tout puissant. On traduit en général Christ Pantocrator, on dit souvent Christ en majesté, c'est plutôt, je crois, l'expression qui est consacrée, hein, c'est ça qu'on dit. Donc effectivement, on a ici un Napoléon qui a je dirais l'éclat et le caractère hiératique de ces représentations byzantines, avec bien sûr l'arrondi du trône qui souligne, si vous voulez, donc l'intention, et on est vraiment ici dans c'est pas du tout la même démarche, hein, que celle qui consistait à faire de Marat une sorte de martyr de la Révolution, ça n'a plus rien à voir. Là c'est Pantocrator, c'est vraiment la toute-puissance, la majesté, la toute-puissance divine. Donc c'est Dieu tout-puissant, le nouveau Dieu tout-puissant s'appelle Napoléon Bonaparte. Bon, ce tableau il va avoir une influence considérable donc sur les imaginaires collectifs. On n'a toujours pas oublié d'ailleurs, ça reste sans doute la plus célèbre des représentations de Napoléon en habit de sacre, puisqu'il y en a au moins deux. Je crois qu'il y a aussi eu un tableau de David qui représente donc Napoléon vêtu donc avec les vêtements traditionnels du sacre. Voilà, donc voilà un exemple même de mémorial. Vous voyez comment, en effet, eh bien, la représentation picturale transforme la réalité et conduit, évidemment, à installer au centre de ce roman national donc, le personnage donc, qui est porteur des valeurs collectives. Sauf que, parfois, et je voudrais terminer là-dessus, parfois, bien, la singularité de l'artiste se rebelle. Et parfois, effectivement, la commande est passée, mais il y a, si j'ose dire, un passé qui ne passe pas, pour revenir sur d'autres choses. Et il y a un artiste qui accepte la commande, parce que c'est la commande d'un prince, c'est la commande du maître, mais en même temps, eh bien, l'artiste laisse dans la toile de tout petits indices, quelques éléments, pour justement empêcher cette fameuse cristallisation mémorielle, pour empêcher que les choses soient si simples et si faciles. Alors il y a deux exemples que j'ai choisis, qui sont des exemples très célèbres. Alors je pense que vous les connaissez, évidemment, mais pour vous montrer que voilà, ces choses dont on parle touchent des œuvres qui ne sont pas du tout des œuvres secondaires, hein, mais des œuvres vraiment essentielles. Alors il y a d'abord cette toile qui reste hein, dans la toile qui relève de la grandeur de la peinture d'histoire. Alors c'est une toile qui est une représentation qui est d'autant plus importante par rapport à notre mémoire collective ou par rapport à notre imaginaire commun que vous l'avez probablement oublié, parce que je pense que vous n'aviez pas l'âge de manipuler ces billets de 100 francs, mais sur les billets de banque donc, qui ont précédé l'euro, eh bien, il y avait ce tableau qui était reproduit, donc c'était vraiment c'était un tableau qu'on avait dans la poche, et avec lequel, évidemment, on vivait au quotidien. Donc il y avait vraiment quelque chose qui relève d'une sorte d'habitude, si vous voulez. Et c'était tellement l'habitude qu'il y a un nombre considérable d'éditeurs scolaires, en particulier éditant des manuels d'histoire, qui à chaque fois qu'il fallait illustrer
les journées de juillet, aller chercher la liberté qui est dans le peuple de Delacroix. Après tout, c'était la commande de l'État. Je vous rappelle que, d'ailleurs, si on vous demande qu'est-ce que c'est, c'est la femme au milieu, c'est la liberté. C'est vrai, ça se voit, c'est la liberté, bien sûr. C'est un habit d'époque, effectivement. Bonnet phrygien, tenue légère, bon, très bien. Voilà, donc c'est un tableau immédiatement identifiable. Comme une sorte de... Je dis, il y a une distinction que je trouve vraiment très, très intéressante. Enfin, c'est la distinction que vous connaissez bien maintenant entre mémoire-souvenir et mémoire-habitude. C'est vrai qu'on finit par avoir une sorte de mémoire-habitude de certaines représentations qui sont tellement devenues familières qu'elles sont apprises par cœur. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez reconnu tout à l'heure Vercingétorix, c'est qu'effectivement, on a fini par avoir une habitude mémorielle, au fond. Et donc, on ne se souvient pas de Vercingétorix, bien sûr. Évidemment, on ne l'a jamais connu. Mais on est pratiquement dans l'habitude, vous savez, c'est la distinction que fait Bergson dans un texte très, très connu entre la lecture et la leçon apprise par cœur. Dans le par cœur, on est dans l'habitude, donc on est dans l'action, on est dans l'agir, on n'est pas dans le retour du passé dans le présent. Si vous voulez, là on a quand même exploré un certain nombre de toiles qui nous placent dans ces situations finalement habituelles, de mémoire-habitude. Et c'est vrai qu'on a pris l'habitude d'identifier ce tableau et de se souvenir que finalement, en juillet 1830, la liberté a emmené le peuple parisien, ça s'est fait à Paris, donc, l'a délivré, un peuple insurgé, on est sur une barricade. Donc voilà, vous savez que ce tableau, il a une histoire intéressante, puisqu'il a été commandé par Louis-Philippe. Louis-Philippe va demander à Delacroix donc, de représenter les journées de juillet qui marquent son avènement. Delacroix ne dit pas de problème. Quand Delacroix donne le tableau à Louis-Philippe, il voulait l'exposer au Palais des Tuileries. Et lorsqu'il lui remet le tableau, la première chose que fait Louis-Philippe, c'est de payer Delacroix tout de suite pour ne pas avoir d'histoire. Puis après, il fait remiser le tableau dans les caves. Et pendant plus de 60 ans, ce tableau a été caché. Alors c'est intéressant parce que vous voyez, on a une espèce de dramatisation que je trouve toujours passionnante dans l'histoire de l'art. C'est que quelque chose qui pour nous donc relevait de l'évidence. Je vous dis, ce billet de 100 francs qu'on avait dans la poche pendant des années, qui pour nous était évidemment un billet évident et l'évidence d'un tableau complètement conformiste, puisqu'il s'agit d'aller dans le sens du pouvoir. Le pouvoir demande à être célébré, on le célèbre. Donc où est la transgression, où est la rébellion, voilà, où est l'audace, après tout. Eh bien, pourtant, Louis-Philippe ne supporte pas de voir ce tableau. Il ne fait pas d'histoire, parce que faire une histoire, puis Delacroix a quand même un personnage qui est extrêmement influent, et c'est l'héritier d'Ingres, enfin, c'est vraiment la grande peinture romantique française, c'est pas rien. Donc on ne va pas comme ça faire saisir Delacroix, surtout quand on prétend être un monarque libéral, etc. Donc c'est évidemment, mais on va cacher son œuvre, parce que c'est une œuvre extrêmement subversive. Alors je vous présente ça comme ça, vous allez dire, là, vraiment, je ne vois pas très bien pourquoi c'est subversif. Il y a plusieurs choses. Et l'œil de Louis-Philippe ne s'y trompe pas. Parce que justement, il y a des choses pour lesquelles il n'y a pas d'habitude qui a été prise. D'abord, effectivement, il reconnaît une chose qui est un peu désagréable. Je ne vais pas revenir en arrière, mais là, croyez-moi sur parole, pour comparer, la structure de la barricade, c'est exactement la structure du radeau de la Méduse. C'est la même disposition des corps. Il y a des poutres également, à droite, à gauche. Et pour un contemporain qui n'a pas oublié Géricault, finalement, cette barricade est un radeau. Et donc commence à rentrer l'idée que c'est peut-être à un naufrage qu'on assiste plutôt qu'à un avènement. Premier détail. Bon, mais on peut se dire pourquoi pas. Delacroix aimait beaucoup Géricault et ils se connaissaient bien. D'ailleurs, Delacroix a posé pour le radeau de la Méduse, même pour son ami Géricault. Donc, c'est des gens qui étaient très proches. Et puis Delacroix lui pose dans ce tableau, puisque c'est l'autoportrait, c'est lui qui... L'homme au fusil, c'est Delacroix. On va voir pourquoi c'est important de le rappeler. Bon, il y a une deuxième chose qui commence à être un peu angoissante, c'est que c'est un tableau qui dit n'importe quoi. C'est-à-dire que, et là il faut toujours faire attention, vraiment on applique les règles de la lecture au tableau, il s'intitule « La liberté guidant le peuple ». Alors, bon, vous regardez juste la liberté, donc on suppose que c'est cette femme-là, donc avec le drapeau, et on regarde ses pieds. On regarde en particulier son pied gauche, qui est le plus avancé. Ben, on s'aperçoit que son pied gauche, il est bien à l'arrière du pied de l'enfant. En termes de perspective, le pied droit de l'enfant est en avant. C'est l'enfant qui guide le peuple.
C'est pas la liberté. Et puis d'ailleurs, cette liberté, regardez comment elle est habillée, c'est n'importe quoi. Elle est habillée comme une statue antique. Elle est complètement décalée par rapport au tableau. Ils sont tous vêtus, bien sûr, selon la mode de 1830, d'où le haut de forme. Ce sont tous, effectivement, donc, des Parisiens de l'époque. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait, là? Avec son bonnet phrygien. Bonnet phrygien. On ne porte plus de bonnet phrygien en 1830, ça n'a pas de sens. Et puis sa toge, là, avec ses plis. On a vraiment l'impression d'avoir une sorte de Victoire à Samothrace. Donc, elle surgit un peu de nulle part. Comme si c'était un collage. Comme si c'était un artifice. Comme si c'était, effectivement, finalement, un rêve, une utopie. Comme si, au fond, elle n'était pas là. Alors, il ne reste plus qu'à conclure, si j'ose dire. Parce qu'il y a des repères, hein, on voit les tours de Notre-Dame. Donc, on peut se retrouver, on peut savoir à peu près où ça se passe. Les tours de Notre-Dame qui sont orientés de manière assez étrange. Hein. Essayez de vous retrouver par rapport à Notre-Dame dans ce tableau, vous allez voir que c'est assez compliqué. Et si vous trouvez un endroit qui se rapproche le plus possible de cet endroit-là, c'est un pont. C'est un pont qui porte le nom de pont d'Arcole. Pont d'Arcole qui a été baptisé comme cela au début du XIXe siècle. Donc à l'époque, il s'appelle le pont d'Arcole. On est sur le pont d'Arcole. Le pont d'Arcole, vous le savez, c'est le premier lieu d'héroïsme de Bonaparte. Lorsqu'il prend le drapeau, exactement comme la liberté, et qu'il emmène effectivement son régiment donc, face à la mitraille autrichienne. Donc déjà là, on se dit, waouh, c'est pas du tout Louis-Philippe qui est célébré ici. Et on a maintenant la réponse, parce que j'avais posé cette question sur Twitter et qui a animé un certain nombre de personnes. Il y a quelqu'un qui se cache dans ce tableau et que justement, évidemment, Delacroix a dissimulé, mais que Louis-Philippe repère tout de suite. Si vous regardez le fusil, il faut savoir où c'est, parce que sinon c'est pas simple. Si vous regardez le fusil de l'homme au chapeau haute forme. Et si cet homme est là, c'est pour bien indiquer le repère. C'est pour être un vrai repère, d'accord? Vous regardez son fusil, vous allez jusqu'au bout du canon, à la gueule du canon. Un peu à gauche, normalement, vous devez voir une petite silhouette, une petite tête, un petit chapeau, un petit bicorne. Vous voyez pas le petit bicorne? Il y a un petit bicorne qui est caché là. Alors, vous allez me dire, ouais, ce petit bicorne, on me la fait pas. C'est un étudiant de Polytechnique. Non, parce qu'il y a des gens, vous savez, quand on commence à expliquer, ils disent, ça suffit. J'ai envie de te dire, je ne veux pas te faire de la peine, Jojo, mais enseigne-toi un peu sur la vie de l'école Polytechnique. Puisque justement, à la Restauration, Louis XVIII interdit aux polytechniciens de porter le bicorne à la Bonaparte. C'est pour ça d'ailleurs que les bicornes des polytechniciens, ça ne vous a pas échappé, se portent frontalement. Et non pas de façon effectivement horizontale. Donc c'est pas un polytechnicien. C'est quoi? Alors vous allez dire, il n'est pas revenu. Non, c'est une ombre, c'est une évocation, c'est une silhouette. Et si finalement, dans ce tableau, on ne finissait pas par découvrir, logé au cœur de la foule comme une sorte de regret, une ombre, Napoléon. Et s'il avait été là? Et si au lieu de célébrer ce ridicule monarque bourgeois à la tête de poire, on avait Napoléon avec nous? Je rappelle que Delacroix, comme tous les grands romantiques, il est évidemment bonapartiste. Voilà un exemple, vous voyez, d'une volonté de gripper la mécanique mémorielle. Faire en sorte qu'effectivement, pour ceux qui veulent ne pas se souvenir, on puisse ne pas se souvenir. Et se souvenir que peut-être autre chose aurait pu être possible si justement, ce jour-là, ça n'avait pas été de Louis-Philippe dont il était question. Alors un autre exemple, peut-être encore plus fort, encore plus impressionnant, parce que c'est un tableau plus ancien. Alors évidemment, c'est un tableau qui est tellement riche, moi je ne résiste jamais à essayer de trouver le moyen d'en parler, parce que, alors vous me direz, il y a tellement de possibilités vu les thèmes, que c'est vraiment un tableau qui est absolument incroyable. Vous l'avez reconnu, bien sûr, là aussi, il fait partie de notre culture générale. Alors, culture générale, la mémoire collective, il y a des tas de choses intéressantes ici à articuler. Il s'agit effectivement donc de ce tableau qui représente donc deux hommes, donc qui s'intitule Les Ambassadeurs de Hans Holbein. Et c'est un tableau, alors c'est pas un tableau d'histoire vraiment, même s'il a partie liée avec l'histoire, puisque c'est une commande privée au départ. Mais il y a une mécénisation, évidemment.
c'est Jean de Dinteville, qui est donc l'homme qui se trouve à gauche, donc du petit meuble, qui a demandé à Holbein de le représenter. Il est à Londres, hein, il est ambassadeur de France donc, auprès du roi Henri VIII. Et il a retrouvé à Londres, alors qu'il n'est pas très content. On voit bien quand on est à Londres, normalement vous avez le pavement de Westminster Abbey en bas. Donc vous pouvez reconnaître à l'endroit où on se trouve. Et donc il a retrouvé son ami Jean de Selve. Et ils sont tous très contents. Jean de Selve, c'est l'ecclésiastique. Et ce sont effectivement qui lui aussi a joué un rôle important d'ambassadeur. Et donc voilà, ils sont contents de se retrouver. Et Jean de Dinteville donc commande pour son propre fief, pour sa propre demeure, ce tableau à Hans Holbein. Pour célébrer quoi? Pour célébrer le moment qu'ils ont partagé, donc à Londres, cette année-là, comme dit l'autre. Et c'est une année importante, parce que je vous rappelle que nous sommes en pleine crise à Londres. Puisque Henri VIII veut absolument se débarrasser de Catherine d'Aragon, le plus vite possible. Anne Boleyn est déjà là. D'ailleurs, elle va être enceinte l'année suivante. Anne Boleyn est déjà là. Henri VIII veut absolument, effectivement, donc, répudier son épouse, donc Catherine d'Aragon. Il voudrait que le pape l'appuie, donc évidemment dans l'annulation de ce mariage, puisque c'est ça qu'il veut faire, de façon à pouvoir ensuite épouser Anne Boleyn et avoir donc un héritier mâle, hein, pour reprendre son souhait, son désir. Sauf que, alors vous allez me dire, bon, Henri VIII, il passe après, hein, pourquoi ne pas faire disparaître Catherine d'Aragon? C'est que Catherine d'Aragon, c'est quand même la tante de Charles Quint, si vous voulez. Et Charles Quint, à l'époque, c'est pas n'importe qui. C'est probablement donc le chef d'État le plus puissant. Faire assassiner un proche de la famille de Charles Quint, tout ça pour pouvoir épouser une autre femme, c'est quand même un petit peu moyen en termes de diplomatie. Et donc, évidemment, Henri VIII n'a pas... Il relève pas cette option. Enfin, à aucun moment il n'a songé. Alors il l'a cloîtré dans un couvent avec sa fille Marie. Enfin, il s'est cherché à s'en débarrasser pour pouvoir vivre sa vie avec Anne Boleyn. Mais enfin bon, il voudrait épouser Anne Boleyn de façon à avoir un héritier, etc., etc. Et donc ces ambassadeurs sont arrivés donc à Londres parce qu'il y a une très très grande tension dans la mesure où le pape évidemment n'a absolument aucunement l'intention donc d'annuler ce mariage, et que par conséquent, la menace, c'est le schisme. La menace, c'est le schisme, c'est-à-dire effectivement donc la création de l'Église anglicane, et justement donc ensuite avec là pour le coup la répudiation de Catherine d'Aragon. Là encore une fois, un schisme avec une nouvelle fracture qui va à nouveau menacer de diviser donc la chrétienté. Alors, c'est important le contexte, parce que si vous voulez, on pourrait avoir ici un tableau qui est présenté, et parfois dans les livres d'histoire, il est présenté comme étant un tableau extrêmement euphorique, un tableau qui célèbre les retrouvailles de deux amis, mais surtout la toute-puissance de l'humanisme. Puisque, bien sûr, vous avez d'un côté donc l'un qui incarne en effet donc le pouvoir politique, l'autre qui incarne le pouvoir clérical, le pouvoir religieux. Ce sont deux hommes qui sont bien installés, ils sont richement vêtus. Ils signifient l'aisance, la puissance. La structure du tableau est une structure carrée. Là encore une fois, c'est quelque chose qui est bien assis. Au milieu des deux hommes, il y a ce petit meuble. Ce petit meuble qui est assez étonnant, puisqu'on y trouve donc, sur une étagère du bas, on y trouve donc des instruments de musique. Alors, il y a un recueil d'hymnes religieux. Alors c'est là où, quand on regarde de près les détails, qui va jouer un rôle important. J'y reviendrai tout à l'heure, puisque évidemment, on s'est penché, on est allé voir de quel type d'hymne il s'agissait. Quel est ce livre, qui est évidemment donc, dans l'étagère du bas. Il y a tous les symboles il y a un globe, il y a tous les symboles effectivement donc des grandes découvertes, tous les symboles effectivement du triomphe, on va dire scientifique de l'humanisme, et donc on a vraiment l'idée que ici, avec ce beau drap de verre derrière, on a l'idée effectivement donc d'une Europe qui est installée vers le progrès, qui est installée effectivement vers le triomphe de la raison, et de quelque chose qui est fondamentalement euphorique. Seulement dans ce tableau, vous l'avez bien compris, se cache beaucoup de détails. Alors bien sûr, il y a d'abord, bien évidemment, cet os, enfin cette tache
On dit que c'est un os de sèche aussi, parce qu'il y a un jeu de mots sur Holbein en allemand, enfin bon. Mais bref, cet os, vous savez très bien que c'est une anamorphose. C'est pas pour ça que je vais présenter le tableau, ça serait sur un autre sujet. Une anamorphose, vous savez bien que c'est en effet une sorte je dirais d'habileté suprême du peintre, qui consiste à avoir caché dans le tableau une autre représentation qui apparaît selon la manière dont on regarde le tableau. Et là, pour le coup, c'est une anamorphose directe, parce qu'il n'y a pas besoin de passer par un miroir. Habituellement, les anamorphoses extrêmement délicates du XVIe siècle sont des anamorphoses qui se révèlent avec un miroir cylindrique. Vous placez le miroir cylindrique au milieu du tableau, et dans le cylindre se reflète une autre image. Et vous voyez caché dans le tableau un autre tableau. Donc là, c'est intéressant sur le plan conceptuel. Enfin, c'est vraiment, il y a donc derrière les apparences quelque chose qui travaille vraiment la réalité et qui est vraiment très intéressant. Il suffit c'est à la National Gallery, il suffit de vous décaler du côté gauche du tableau et vous allez voir progressivement donc apparaître voilà, le crâne. Hein, vous savez, c'est un crâne. Et donc évidemment, c'est intéressant parce que là, pour le coup, la peinture d'histoire se révèle ne pas en être une. Et au fond, s'il y a quelque chose qui relève de la mémoire, memento mori. Si tu veux un memento, mon garçon, en voilà un. Si tu dois te souvenir d'une chose, c'est que tu vas mourir. C'est qu'effectivement, derrière l'apparence de la puissance, il y a la réalité de la mort. On est dans une vanité. Hein, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Peut-être que finalement, c'est ça, la puissance mémorielle de la toile, c'est sa vanité. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi effectivement deux détails très intéressants. Un premier détail ici, c'est la corde de la mandoline qui est brisée. On ne fait plus de musique. Mais là vraiment, il faut rentrer dans le détail, vraiment avoir cette corde cassée. Et puis il y a ces hymnes. Les hymnes sont des hymnes qui ont été traduits par Luther et qui font donc directement allusion, en effet, à la première grande rupture schismatique que connaît la chrétienté au XVIe siècle. Et puis alors là, ce qui est quand même assez extraordinaire, ce petit détail que peu de gens remarquent, à gauche, en haut à gauche donc du rideau, vous avez caché derrière le rideau, hein, donc tu es vere Deus absconditus, vous avez ce crucifix qui est caché derrière le rideau, le Dieu caché qui est là, et effectivement qui donne immédiatement au tableau une autre dimension. Et là, pour le coup, en effet, ce qui était au départ destiné à commémorer l'amitié de Jean de Dindille et de Georges de Selve se révèle être beaucoup plus inquiétant, beaucoup plus menaçant, beaucoup plus comminatoire. Attention, attention à la disharmonie, attention à ce qui risque de se passer, et puis surtout, ne pas oublier que derrière ce spectacle de la toute-puissance, il y a quand même un témoin qui est derrière le rideau et qui ne cesse de regarder. Vous voyez comment, effectivement, ces grands tableaux qui sont là pour s'inscrire dans la mémoire, parfois, lorsque le peintre, justement, refuse de jouer le jeu du culte mémoriel, il laisse des indices pour que nous puissions nous libérer, si vous voulez, de cette influence. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention.